Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre sur la RTG. Voici les titres du journal. Une nouvelle méthode de transport de la bauxite à Kamsar. La société GAC profite de la nuit pour transporter ses minerais. Point de départ Tingilinta pour cette opération qui va durer 3 ans. À suivre aussi la disparition d'une valeur islamique. Le Djombenten n'est presque plus célébré en Guinée. Cette fête marque pourtant le nouvel an musulman et nous sommes donc à 1435 depuis l'Hégire. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout d'abord, la première journée des pourparlers dans la résolution de la crise en Guinée-Bissau. Le président Alpha Condé, médiateur désigné, a écouté les différentes parties ce mardi. Le chef de l'État veut un retour définitif de la paix dans ce pays frère et ami. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet élément de reportage. 900 000 tonnes de bauxite à l'exportation pour les 3 prochaines années. Guinée Alumina Corporation travaille sur un projet d'extension de ses activités. La société se propose d'envoyer des échantillons à ses futurs clients et cette opération se déroule la nuit. Transport terrestre d'abord jusqu'à Kamsar avant que les navires ne prennent le relais. Alpha Baldé. Nous sommes dans la sous-préfecture de Tingilinta. C'est ici que se trouve la mine d'exploitation de la société GAC, Guinée Alumina Corporation. Ici, la tombée de la nuit est synonyme de début de travail pour ces travailleurs de cette mine. On voit que plusieurs camions sont déjà prêts pour aller direction Kamsar. Durant le trajet, des véhicules de sécurité cadrent le convoi. Les consignes sont strictes, personne ne roule au-delà de 40 km hors des villes et villages et cette vitesse chute à 20 km par heure pendant la traversée des zones habitées. Ces opérations de transport terrestre de la bauxite sont exclusivement nocturnes et ne dépasseront pas 3 ans. Ces camions sont très bien équipés, nous avons eu à prendre des mesures sécuritaires exceptionnelles. Ces camions sont d'abord couverts de bâches. Et ils ne sont pas du tout surchargés parce que là c'est l'un des points focaux que nous avons eu à travailler dessus. Ces bâches-là jouent des rôles très prépondérants pour nous, non seulement pour la sécurité des gens, mais aussi qui jouent contre la pollution de l'atmosphère. Par semaine, nous convoyons 6 fois par semaine, c'est-à-dire du dimanche au vendredi et samedi exceptionnellement nous ne travaillons pas. Les convois sont organisés par groupe de 6 camions au maximum pour éviter de créer un long cortège de véhicules sur la chaussée. Environ 50 éclaireurs sont postés à différents points stratégiques du trajet. Depuis le 2 octobre, j'ai commencé le boulot là. Au long de la route là, c'est pour enlever les gens sur la route pour éviter l'accident. Ici, il n'y a pas de problème. Quand je dis de quitter, ils vont quitter. S'il y a la moto sur la route, quand je dis les camions viennent, tout le monde vient prendre ces motos de quitter. Le convoi vient juste d'arriver ici au port de Kamsar. C'est ici que leur mission s'arrête. Ils vont débarquer la bauxite à ce niveau. À partir de là, ce sont des bateaux ou barges qui prendront le relais pour l'exportation de la bauxite. Et puisqu'on parle de mines, comment évaluer les retombées des mines dans le secteur, dans le développement national? Un programme est en cours pour appuyer l'impact de ce secteur. Le programme est en collaboration avec une expertise internationale, mais il faudra d'abord former les cadres guinéens retenus pour son exécution. Mohamed Seyar Souma. Une nouvelle plateforme pour qualifier le secteur minier guinéen, elle est baptisée Programme international de formation en évaluation du développement. À Conakry, des cadres du ministère des Finances échangent sur l'évaluation des retombées des projets miniers du pays. Les enjeux du programme sont multiples. Le projet, c'est un projet du ministère des Mines. Mais en plus des mines, il appuie des autres départements concernés par l'exploitation minière, notamment le ministère des Transports, pour tout ce qui est infrastructure ferroviaire et portuaire. Le ministère de l'Environnement, parce qu'on ne peut pas faire les mines sans détruire l'environnement. Donc il y a le ministère de l'Environnement qui doit être appuyé, renforcé pour essayer de limiter les dégâts.
Depuis une dizaine d'années, la Guinée se bat activement pour l'attractivité du secteur des mines. En 2015, le pays occupait la 113e place mondiale en matière d'attractivité, selon un classement de Fraser Institute. Le programme international de formation en évaluation du développement se fixe pour défi de rehausser cette position dans les années à venir. On a le programme de base qui donne des outils de base aux participants qui sont appelés à faire de l'évaluation. On ne forme pas des évaluateurs chevronnés tout de suite, mais on leur donne la base. Comme pour des centaines de bénéficiaires du PIFED de Québec, ceux de la Guinée seront évalués après les activités pratiques. L'idée est de s'assurer de la maîtrise des outils et concepts du programme. C'est une exigence même de l'organisme subventionnaire. Alors, chaque année, l'organisme s'attend, les affaires mondiales s'attendent à ce qu'on évalue les formations, les retombées. On a déjà fait. Le PIFED est présent en Afrique depuis 2011 et apporte son expertise essentiellement aux pays en voie de développement. L'évaluation du PACSEM est jugée nécessaire pour la Guinée et ses partenaires. Par laquelle le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a le plaisir d'informer l'opinion guinéenne et internationale que le code de procédure pénale et le code pénal adoptés par l'Assemblée nationale ont été promulgués par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le vendredi 7 octobre 2016. Par conséquent, ces deux codes seront mis dans un premier temps à la disposition des professionnels du droit et progressivement à celle du grand public. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, se félicite et remercie Monsieur le Président de la République ainsi que l'Assemblée nationale pour cet acte majeur qui constitue une avancée considérable dans la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Un atelier ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique en faveur des minéraux de développement. L'objectif est d'améliorer et d'élaborer une feuille de route. Plusieurs résultats sont attendus à la suite de cette rencontre de Conakry. Le Club des Nations Unies estime que l'initiative devra permettre de créer des richesses. 12 millions de dollars pour appuyer l'agriculture et les services sociaux de base de Banco dans Dabola. Les partenaires ont ciblé des axes prioritaires pour mieux lutter contre la pauvreté dans cette localité. Pour sa part, l'État guinéen va mettre la main à la poche et piloter ce programme de développement. Aboubacar Junior Camara, Nabi Camara. Banco, une commune rurale au centre du pays, va bientôt changer de visage. Cette collectivité de la préfecture de Dabola bénéficie d'un projet innovant de 12 millions de dollars. L'investissement est destiné à l'agriculture et aux services sociaux de base. Le Fonds de solidarité islamique va décaisser plus de 80% des investissements. La banque, elle participe dans ce projet qui est un projet pilote et qui s'intègre dans le cadre d'un programme qui a été élaboré et lancé pour 6 pays. Et la Guinée, elle en fait partie. Donc l'objectif, c'est pour lutter contre la pauvreté dans la région. Et vous savez, au niveau de la Banque islamique de développement, la lutte contre la pauvreté fait partie des axes prioritaires de développement. Nous avons même créé un fonds spécial pour ça qui s'appelle le Fonds de solidarité islamique par lequel nous finançons ce projet avec un montant de 10 millions de dollars. Pour encourager le partenaire, l'État guinéen s'est engagé à investir 1 500 000 dollars dans ce premier projet de village durable en Guinée. Il y a un certain nombre de composantes qui doivent être menées de façon simultanée. Il est question de faire les composantes suivantes. Il y a l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'eau, l'assainissement et le renforcement de capacité, bien entendu. C'est une grande fierté pour nous, pour la commune rurale de Banco, parce qu'il y a assez de communes rurales dans la République de Guinée. Alors si nous avons eu l'honneur d'abriter ce projet, vraiment nous ne pouvons que remercier l'État. Déterminés à gagner ce pari, les populations vont débourser 500 000 dollars dans ce projet de tous les espoirs de développement.
Progrès des filles, progrès vers le développement durable. La journée mondiale de la jeune fille, c'est ce mardi. Elle a été célébrée à Conakry sur fond de plaidoyer pour le respect de la condition féminine. Une conférence de presse a été organisée à cet effet par le ministère de l'Action sociale. Cette conférence précède la grande célébration prévue demain à Conakry. Kerno Ousmane Diallo. La journée est particulièrement importante pour nous parce que Plan International est l'organisation qui a initié cette journée et qui a porté cette journée aux Nations Unies avec le soutien des gouvernements du monde entier pour que la journée soit adoptée comme journée internationale de la fille. Si le thème de cette année porte sur le progrès des jeunes filles en relation avec le progrès vers le développement durable, la célébration de cette journée internationale va être profondément marquée en Guinée par les appels à l'abandon des mutilations génitales féminines. À l'heure où je vous parle, depuis les vacances, le début des vacances, des équipes sont sur le terrain et qui ne sont pas rentrées à Conakry. C'est peut-être avec l'ouverture là qu'elles sont rentrées. C'est pour veiller à ce que les ménages ne cachent pas les filles pour aller les exciser et toujours continuer avec la sensibilisation pour leur expliquer les méfaits néfastes justement de l'excision sur la vie de la fille. Pour maximiser les chances d'atteindre les populations et véhiculer les messages de protection des jeunes filles, une touche nouvelle est apportée à l'événement de cette année avec l'apport de MTN. Nous voulons aider donc, les organisateurs, je parle du ministère de l'Action sociale, à diffuser le plus largement possible le message, n'est-ce pas, vis-à-vis de toute la population. C'est pourquoi techniquement nous les accompagnons en envoyant des messages sur les téléphones de Guinéens. Demain mercredi, une cérémonie officielle va regrouper à la Blue Zone de Kaloum membres du gouvernement et 500 jeunes filles de Conakry et des préfectures environnantes. La relance du système de santé après l'épisode d'Ebola, le sujet est toujours d'actualité. Le chef du département de tutelle rentre d'un safari qu'il a conduit à Kindia, Mamou et Farana. Une tournée pour évaluer les structures sanitaires de ces trois régions, mais aussi pour voir comment les améliorer. Le point avec Souride Kera. L'amélioration des conditions de soins et de travail dans les structures sanitaires de l'intérieur du pays est une priorité des autorités guinéennes. Au centre des problèmes récurrents du secteur sanitaire, la vétusté des infrastructures et l'utilisation irrationnelle du personnel entre les centres urbains et les zones rurales. Imaginez le premier centre de santé de la préfecture de Mamou dans cet état, trop exigu où on ne peut même pas se mouvoir. Vous avez vu l'incinérateur par exemple derrière moi, qui est pratiquement inopérationnel. Cette mission du département évalue les besoins réels des structures dans les régions de Kindia, Mamou et Farana. Il s'agit de faire un diagnostic objectif des différents problèmes liés au fonctionnement correct des hôpitaux et centres de santé. La révision de la politique pharmaceutique est l'une des solutions essentielles. Pour qu'il y ait toujours la disponibilité, il faut que les responsables de structures de santé puissent apporter de l'importance à l'achat de médicaments. Il est recommandé à tous les responsables de structures de soins d'utiliser 30 à 40% de leurs recettes dans l'achat. Le constat est qu'à peine on utilise les 10% de recettes. Au regard des difficultés signalées ça et là, les partenaires traditionnels de la santé entendent jouer leur partition pour une relance effective du secteur. Nous allons d'abord faire le plaidoyer et là où nous pouvons intervenir aussi, nous le ferons. Mais nous ferons ce plaidoyer, ce ne sera pas seulement ici en Guinée, mais moi-même, dans mon rapport que je ferai à la direction régionale de l'OMS et à la direction générale de l'OMS, il faut qu'on aide la Guinée à faire face à ses besoins en infrastructure et en équipement. Dans ces échanges avec l'ensemble des travailleurs, le chef du département a donné des informations sur l'évolution des grands chantiers engagés par le chef de l'État en faveur du secteur de la santé. Il s'agit notamment du projet des hôpitaux de référence dans les 4 régions naturelles du pays et celui des 10 centres de santé améliorés financés par le budget national de développement. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe les étudiantes et étudiants de deuxième année et des années suivantes, ainsi que les enseignants-chercheurs, les fondateurs, les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur, publics et privés, que la rentrée de l'année universitaire 2016-2017 est fixée au lundi 17 octobre 2016
à 8 heures précises sur toute l'étendue du territoire national. Pour les nouveaux bacheliers actuellement en cours d'orientation, les inscriptions débuteront le 26 octobre 2016. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique félicite à l'avance le personnel enseignant, chercheur et les administrations universitaires des bonnes dispositions qu'ils prendront pour assurer le déroulement correct de l'année académique 2016-2017. Une fête religieuse peu connue en Guinée actuellement, le Djombentin, c'est aujourd'hui. Cette fête, encore appelée Ashura, marque le 10e jour du nouvel an musulman. On est donc en 1437 de l'Hégire et selon les enseignements du prophète Mohammed paix et salut sur lui, il est recommandé d'observer le jeûne aujourd'hui. Fatimatou Diallo. Ashura est le 10e jour du croissant lunaire du mois Muharram. Il marque le nouvel an musulman. Appelée Djombente ou Djombende en Guinée, cette fête traditionnelle musulmane est célébrée la nuit du 10 au 11 du mois lunaire. Elle rappelle la fuite du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine. Ce jour est mentionné dans les hadiths. C'est le repère pour tout musulman depuis 1437 ans après la fuite du prophète vers Médine et la prise de la Mecque par les polythéistes. Autrefois célébrée par des chants et des danses des tout-petits, cette fête est de plus en plus négligée, voire méconnue à Conakry. Au lieu de donner des cadeaux au mois de janvier ou de sortir le 31 décembre et faire des accidents, nous aussi c'est notre fête de fin d'année. Si Dieu nous a donné un grand jour, c'est aujourd'hui. Selon la sunna du prophète, il est recommandé de jeûner ce jour et le lendemain. Les dates changent selon les années. En Guinée, à l'absence de toute communication officielle, la confusion s'installe, la pratique tombe dans l'oubli. Du cadre de dialogue politique interguinéen, tout en félicitant les participants pour le dénouement heureux auquel ont abouti les travaux, informe de la signature du document final demain, 12 octobre 2016, à la primature. Ce sera à partir de 11 h. Étant entendu que cet événement marque la fin des travaux du dialogue, la présence effective de tous les participants est vivement souhaitée. Signé le général Bourema Condé, président du cadre de dialogue politique interguinéen. La première journée des pourparlers dans la résolution de la crise en Guinée-Bissau, le président Alpha Condé, médiateur désigné, a écouté les différentes parties ce mardi. Le chef de l'État veut un retour définitif de la paix dans ce pays. Frères et amis, ce reportage du bureau de presse de la présidence de la République vient à peine de nous parvenir. Suivez. Tous les acteurs impliqués dans la vie sociopolitique et économique de la Guinée-Bissau, les personnalités de la CEDEAO ainsi que les partenaires au développement de ce pays sont présents ici à Conakry. Objectif, prendre part à la table ronde sur la mise en œuvre de l'accord politique pour une sortie de crise en Guinée-Bissau. Le président de la République, Prosper Alpha Condé, facilitateur dans cette crise politique bissau-guinéenne, affiche encore sa volonté en expliquant clairement sa vision pour une sortie de crise apaisée, afin que ces pays de la sous-région ouest-africaine retrouvent rapidement son chemin de développement le plus harmonieux. Que Dieu fasse que les sages conseils de nos religieux guident chacun de vous et que Dieu exauce leurs prières. C'est difficile de souhaiter la bienvenue à nos frères de Guinée-Bissau, parce que nos frères de Guinée-Bissau ont été toujours chez eux en Guinée. Donc on ne peut pas souhaiter bonne arrivée quand vous venez chez vous. Je pense que l'histoire a fait que la Guinée et la Guinée-Bissau ont tissé des liens extrêmement importants. Nous savons tous les relations qu'il y a eu entre la Guinée indépendante et le PAIGC d'Amilcar Cabral, que Dieu ait son âme, puisque c'est sur le terre de Guinée qu'Amilcar Cabral a perdu la vie. Nous savons aussi toute la contribution que l'armée guinéenne, derrière le général Lansana Conté, à l'époque colonel, a apporté à la lutte de la libération. Donc, plus que tout autre pays en Afrique, la Guinée est le pays le plus attaché à l'indépendance, à l'autonomie et au développement de la Guinée-Bissau. Ici,
que ce soit le médiateur, les Nations Unies, la CEDEAO ou nos amis d'Angola, du Sénégal, de Gambie ou du Nigeria, nous ne sommes là que pour vous accompagner. La Guinée-Bissau est un État souverain. Des décisions concernant le destin de ce pays ne concernent que les Guinéens-Bissau. Donc, les décisions pour l'avenir de ce pays relèvent de vous. Nous ne faisons que vous accompagner sans nous ingérer, mais nous devons vous accompagner de nos conseils, de notre intelligence, pour que vous puissiez vous mettre d'accord pour que ce pays qui a tant souffert, alors que c'est un peuple héroïque, puisse connaître son développement. Vous avez eu la table ronde à Bruxelles, je crois, qui a donné de très bons résultats. Pour le moment, toutes ces promesses sont en stand-by parce qu'il n'y a pas de gouvernement, parce qu'on ne peut pas avoir accès à des crédits prévus s'il n'y a pas de gouvernement. Donc si nous sommes ici pour une seule raison. D'abord, on doit vous féliciter pour le patriotisme dont vous avez fait preuve, parce que tous, à l'unanimité, vous êtes tombés d'accord sur les 6 points qui ont été signés à Bissau. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième phase, qui est la mise en place d'un gouvernement inclusif. Ensuite, il y aura la commission pour la révision de la Constitution, la réforme de l'armée, etc. Mais qui parle de gouvernement parle d'abord de Premier ministre. Donc cette rencontre a seulement pour objectif de choisir un Premier ministre. Mais ce Premier ministre doit répondre à 2 critères. Le premier, il doit être consensuel. Ça veut dire qu'il doit être accepté par toutes les parties. Le PAIGC, le PRS, enfin, le PAIGC, les 15 en attendant qu'ils soient unis, le PRS, les autres partis membres du Parlement. Ça, c'est la première condition. La deuxième, qu'il puisse avoir la confiance du président pour pouvoir travailler. Parce que toutes les crises sont venues quand le président et le Premier ministre ne peuvent pas travailler ensemble. Mais le point de départ d'abord est le consensus sur le nom du Premier ministre. Et que ce Premier ministre aussi puisse travailler avec le président. Voilà les 2 conditions qui peuvent nous permettre qu'il y ait un gouvernement qui peut vraiment travailler pour que la Guinée-Bissau connaisse un meilleur avenir. Donc, nous ne faisons que vous accompagner. Et votre choix, qui correspondra aussi à la capacité de travailler avec le président, c'est ce que nous souhaitons sortir de cette réunion. Maintenant, on discutera peut-être de la structure du gouvernement. Pour éviter un gouvernement à Alibaba et les 40 voleurs, il ne faut pas faire un gouvernement de 50 membres. Il faut quand même aussi que le gouvernement, vous soyez d'accord, c'est quand même le nombre, même si les ministres, vous allez les choisir à Bissau, mais il faut avoir un gouvernement prétorique qui ne pourra pas travailler. Je pense que c'est l'essentiel que je veux vous dire. Maintenant, on va vous lire le code de bonne conduite, parce que nous souhaitons réellement qu'on se respecte. D'abord, qu'on respecte le temps de parole. Si on dit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, qu'on respecte. Et deuxièmement, qu'on s'écoute. Quand quelqu'un parle, que vous êtes d'accord ou n'êtes pas d'accord, avoir la politesse de l'écouter. Nous sommes en démocratie, mais la démocratie veut qu'on se respecte chacun. Donc on laisse chacun s'exprimer et ensuite, comme il a dit, que chacun de vous n'ait que comme seule préoccupation la patrie de Guinée-Bissau. Que chacun laisse ses rancœurs, ses petits problèmes ou son ambition personnelle face à l'ambition nationale, comme vient de l'a dit notre frère évangéliste. Donc voilà ce que je peux vous dire en vous souhaitant encore bienvenue, en remerciant nos frères qui sont venus surtout de loin comme nos frères d'Angola. Mais on ne peut pas accompagner la Guinée-Bissau par la CEDEAO seulement. Il faut le CPLP, il faut l'Union africaine, il faut l'Union européenne, il faut les Nations unies. C'est ces 5 composantes qui, en vous accompagnant, peuvent vous permettre de résoudre vos problèmes. Mais aucune de ces 5 composantes ne doit faire d'interférence dans vos affaires. Une fois que vous avez choisi un Premier ministre, chacun de ces pays
droit d'accès chez le Premier ministre. Qu'il lui plaise ou pas, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de plaire au médiateur, de plaire aux représentants des Nations Unies ou de la CEDEAO, mais de vous mettre d'accord. C'est-à-dire, le Premier ministre, c'est à vous qui doit plaire, pas à nous. Donc, vous êtes ici en toute souveraineté. Votre choix sera simplement accepté par nous. Il faut qu'on soit bien d'accord pour cela. Nous n'avons pas de candidat. Et j'ai dit, dernièrement, quand le président était là, j'ai dit aux autres présidents, aucun président ne doit avoir de candidat. On doit laisser nos frères choisir. Leur Premier ministre sera notre Premier ministre. Il faut que ça soit très clair. C'est pourquoi j'ai souhaité que tout le monde soit là. Malheureusement, le président Yahya Jammeh était en brousse quand je n'ai pas pu l'avoir, parce que j'avais souhaité que tout le monde soit là, pour que la décision qui doit sortir d'ici implique tout le monde, surtout les pays qui ont des relations assez étroites avec la Guinée-Bissau, pour qu'on ne quitte pas d'ici qu'un autre pays essaye de manœuvrer. C'est pourquoi j'ai souhaité que tout le monde soit là. Maintenant, je pense que vous allez lire le code de bonne conduite, qui sera la base de notre travail. Avant l'ouverture de ces discussions qui vont durer 4 jours, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, livre le contenu du code de bonne conduite établi par le chef de l'État, Professeur Alpha Condé, facilitateur dans la crise bissau-guinéenne. Code de bonne conduite. Ce code de bonne conduite s'applique à tous les participants. Les participants s'engagent à prendre part aux discussions dans une atmosphère empreinte de sérénité, sous l'autorité du médiateur, en privilégiant le consensus. Les participants s'engagent à reconnaître et respecter le rôle du médiateur ou son représentant en tant que seule personne habilitée à distribuer la parole et à assurer la police des débats, y compris par rapport à l'allocation des temps de parole. Les participants se plieront aux décisions du médiateur sur le format et la périodicité des séances plénières, des consultations bilatérales entre chaque partie et le médiateur et des consultations en aparté ou bilatérales entre délégations. Les participants s'engagent à respecter le protocole de disposition autour de la table de discussion tel que défini par le médiateur. Tout participant autre que le chef de délégation assis à la table ne pourra prendre la parole que sur la demande du chef de délégation approuvée par le médiateur. Pendant les discussions, les participants, à travers leur chef de délégation, sont habilités à formuler auprès du médiateur des points d'information ou demandes de suspension de séance, de consultation bilatérale avec le médiateur ou avec une autre partie, ou encore de consultation en aparté au sein d'une même délégation. Afin d'assurer la sérénité et la confidentialité des discussions, les participants s'engagent, au début de toute séance de consultation en plénière ou en aparté, à éteindre et remettre leur téléphone mobile et tout autre moyen de communication ou d'enregistrement dans un coffre récipient auprès du médiateur ou d'un préposé désigné à cet effet. Les téléphones pourront être restitués aux participants pendant les pauses et à nouveau retourner au médiateur ou préposé avant les séances plénières ou en aparté. Les participants s'engagent à respecter la confidentialité des discussions et à se garder d'attribuer en public ou en dehors de l'arène des consultations tout propos à une quelconque des parties en consultation. Les participants s'engagent à éviter de s'adresser à la presse, à communiquer sur les réseaux sociaux ou au public pendant les consultations, en dehors des conférences de presse organisées sous la présidence du médiateur ou de son représentant. Ceci s'applique aussi bien à la presse locale qu'à la presse étrangère. Aucun participant n'abandonnera définitivement la table avant la levée de la séance par le médiateur.
Les participants s'engagent en outre à éviter de manifester bruyamment tout désaccord ou d'interrompre tout participant s'exprimant conformément au temps de parole à lui attribué par le médiateur. Les participants s'engagent à éviter d'adopter toute attitude de défiance, de provocation ou de profération d'insultes pour au contraire se soumettre aux règles de bienséance et de courtoisie en toute bonne foi, dans le respect mutuel et en mettant constamment les intérêts supérieurs de la nation bissau-guinéenne au-dessus des intérêts partisans ou individuels. Code de bonne conduite proposé par le médiateur. Tous ces acteurs impliqués dans la vie politique de la Guinée-Bissau ont enfin été reçus en audience tour à tour par le chef de l'État pour davantage évoquer les points de divergence. L'objectif étant d'évoluer à l'unisson pour une mise en œuvre effective du plan de sortie de crise proposé par le facilitateur Prosperal Fakondi. Plan signé le 10 septembre dernier à Bissau par tous ces acteurs sociopolitiques et économiques et qui a d'ailleurs suscité tout un espoir chez la population bissau-guinéenne. Et on revient sur cette note signée aujourd'hui même par le général Bourema Condé, le président du cadre de dialogue politique interguinéen, tout en félicitant les participants pour le dénouement heureux auquel ont abouti les travaux, informe de la signature du document final demain, 12 octobre 2016, à la primature à 11h. À cet effet, étant entendu que cet événement marque la fin des travaux du dialogue, la présence effective de tous les participants est vivement souhaité, signé le général Bourema Condé, président du cadre de dialogue politique interguinéen. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.